Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons commencé l'étude des opérations portant sur fonds de commerce. On a réservé une vidéo à la vente du fonds de commerce, une autre à l'apport en société du fonds de commerce. Aujourd'hui, on va parler du nantissement du fonds de commerce. Et comme je l'avais déjà évoqué, le fonds de commerce a une valeur qui lui est propre. C'est pour cette raison et grâce à cela qu'il peut jouer le rôle de moyen de crédit. Il peut ainsi servir de garantie ou gage entre les mains du créancier prêteur. En droit commun, le gage nécessite le dessaisissement du débiteur. Or, cette solution n'est pas concevable en matière de fonds de commerce parce que le propriétaire du fonds va mettre en péril son fonds de commerce comme il mettra en péril aussi l'acquittement de la dette. Et c'est pour pallier aux inconvénients de la dépossession en matière de gage ordinaire que le législateur a organisé le nantissement du fonds de commerce qui est une forme de gage sans dépossession. Alors, le plus courant en matière de nantissement, c'est le nantissement conventionnel. Mais à côté du nantissement conventionnel, il existe d'autres nantissements dits particuliers qui sont également très utilisés en pratique. On commence par l'étude du nantissement conventionnel du fonds de commerce. Alors, sur le plan de l'appui, du fondement juridique, en fait, le Code de commerce marocain a organisé le nantissement du fonds de commerce dans le cadre des articles 106 et suivants. Il y a bien entendu un certain nombre de conditions qui sont requises afin que le nantissement puisse produire ses effets à l'égard des parties et des tiers. Alors, quelles sont les conditions du nantissement? Il y a bien entendu des conditions de fond. Alors, l'assiette du nantissement dépend de la convention des parties. Mais certains éléments sont nécessairement exclus. Quels sont les éléments susceptibles d'être compris dans le nantissement? Il ressort des dispositions de l'article 107 du Code de commerce que seuls sont susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés dans le cadre de l'article 80 du Code de commerce à l'exclusion de la marchandise. À défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Dans le cas où le nantissement porte sur un fonds de commerce et les succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège. Quels sont les éléments exclus du nantissement? Eh bien, c'est d'abord, pour des raisons logiques, les marchandises. Les marchandises sont destinées à être vendues. Or, cela est complètement incompatible avec la notion de gage qui voudrait que son objet reste le même. D'autre part, si on intègre la marchandise dans la garantie, cela veut dire qu'on ne peut plus les aliéner. Alors que, en fait, la vente des marchandises ou de la marchandise est indispensable à la survie de l'entreprise. Enfin, le débiteur risque de se voir refuser tout crédit de la part de ses fournisseurs qui constateraient que la totalité de son fonds est englobée par le privilège du créancier nanti sur le fonds. Donc, exclus, les marchandises sont exclues. Sont exclus également les créances et les contrats qui leur donnent naissance. Cependant, les parties gardent la possibilité contractuelle de les inclure dans le nantissement dans les conditions de droit commun.
Sont exclus également les livres de commerce et la correspondance, lesquels ne sont pas du reste considérés comme faisant partie du fonds de commerce. Également, le mobilier personnel de l'habitation du débiteur. Par conséquent, le mobilier personnel ne peut être inclus dans le nantissement. Et c'est la même chose pour l'immeuble où est exploité le fonds de commerce. Il ne fait pas partie du fonds de commerce et est soumis aux droits fonciers. Les droits qui le concernent doivent donc obligatoirement être inscrits sur le livre foncier pour qu'ils puissent produire valablement leurs effets. En conséquence, le propriétaire du fonds est en même temps propriétaire de l'immeuble dans lequel s'exploite le fonds et on doit, pour l'obtention d'un crédit, constituer deux sûretés réelles différentes. Le gage concernant l'immeuble qui est en réalité une hypothèque immobilière soumise aux dispositions de la loi 3908 formant code des droits réels et le gage concernant le fonds de commerce qui est un nantissement soumis aux dispositions de l'article 106 et suivant du code de commerce comme je viens de l'énoncer. Quelles sont les conditions de forme? Alors, au terme de l'article 108 du code de commerce, le contrat de nantissement est constaté par écrit, un acte écrit, authentique ou sous seing privé. L'écrit est ici exigé comme condition de validité et non comme simple moyen de preuve. Cet acte de nantissement doit être enregistré puis déposé dans la quinzaine de sa date au secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Au cas où le nantissement porte sur des droits de propriété industrielle, une inscription complémentaire doit être prise à l'Office marocain de la propriété industrielle, l'OMPIC. Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux. Voilà pour les conditions. Qu'en est-il des effets? Alors le commerçant, bien entendu, et c'est ça le principe, va rester à la tête de son exploitation. Donc, il va conserver les principales prérogatives donc d'administration et de disposition. Le créancier nanti, bénéficiaire du nantissement, disposera quant à lui d'un droit de préférence et d'un droit de suite, ainsi d'un certain nombre de garanties annexes. Mais il faut préciser ici que, contrairement aux règles du droit commun du gage, le créancier nanti ne peut se faire attribuer le fonds en propriété. Alors, d'abord le droit de préférence. Sur le plan de la définition, je peux vous dire que le droit de préférence est un droit qui permet aux créanciers nantis inscrits sur le fonds de commerce de se faire payer sur le prix du fonds avant les créanciers bénéficiaires d'un nantissement postérieur. Ainsi, en cas de non-paiement à l'échéance, le créancier nanti peut faire liciter son gage, c'est-à-dire procéder à la vente du fonds de commerce. Son droit de préférence lui permettra d'être payé avant les créanciers chirographaires et avant les créanciers d'un nantissement postérieur. C'est ce qui ressort de l'article 110 du Code de commerce. Toutefois, le créancier nanti est primé par le privilège du vendeur, comme le sont le super privilège des salariés, le privilège du trésor public et celui des frais de justice. Pour la mise en œuvre, et dans le cas de non-paiement de la dette à l'échéance, le créancier gagiste peut, 8 jours après sommation
de payer faite aux débiteurs et aux tiers détenteurs s'il y a lieu d'être ou de faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage. Cette demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds. La décision ordonnant la vente est notifiée à toutes les parties intéressées et s'ouvre alors un délai de 30 jours au terme duquel, faute de paiement, il est procédé à l'adjudication du fonds. Droit de préférence et droit de suite. Le droit de suite, c'est le droit de faire vendre le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve, qu'il soit entre les mains du débiteur ou entre celles d'un acquéreur ou d'un sous-acquéreur du débiteur. Toutefois, ce tiers acquéreur peut prendre les devants et payer le montant total de la créance principale garantie par l'inscription. Il peut aussi user de la procédure de purge, analogue à celle qui existe en matière immobilière, en désintéressant les créanciers nantis et ne verser au vendeur que le reliquat du prix. Qu'en est-il de la surenchère du dixième? Dans le cas où les créanciers nantis ne sont pas satisfaits de l'offre du prix, ils ont le droit de requérir du tribunal une mise en vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce. Le créancier, en se déclarant surenchérisseur, doit offrir un prix au moins égal du précédent acquéreur, augmenté de 10% sur la valeur des éléments incorporels. Cependant, il ne faut pas confondre cette surenchère avec la surenchère du sixième dont disposent les créanciers opposants en cas de vente de fonds. La vente judiciaire du fonds de commerce opère purge de plein droit des créanciers inscrits et aucune surenchère n'est alors possible. Voilà ce qu'on peut dire à propos du nantissement conventionnel. Il y a, comme je l'ai énoncé aussi, un certain nombre de nantissements particuliers. D'abord, le nantissement judiciaire. Il s'agit d'un nantissement qui permet de garantir les créanciers contre l'insolvabilité de leurs débiteurs commerçants, parce qu'en cas d'urgence, et si le recouvrement de la créance est en péril, le créancier peut demander en justice, par voie de requête, un nantissement conservatoire. Le juge, à cet égard, dispose d'une appréciation souveraine. Deuxième type de nantissement particulier, le nantissement conventionnel de l'outillage et du matériel d'équipement. Il s'agit là d'une sûreté réelle, mobilière, dont le but est de faciliter la modernisation du matériel industriel et commercial sans grever le fonds dans son ensemble. Le Code de commerce applique à cette technique les dispositions des articles 355 à 377. Il écarte cependant de son domaine les véhicules automobiles qui sont visés par le DAIR du 17 juillet 1936 réglementant la vente à crédit des ventes automobiles, les navires de mer visés par le DAIR du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale, les aéronefs visés par le décret du 10 juillet 1962 portant réglementation de l'aviation civile. Dans quelles conditions, ou quelles sont les conditions, il y a des formalités à observer qui sont en vérité voisines de celles du nantissement du fonds de commerce. L'acte de nantissement doit être constaté par un acte authentique ou sous seing privé, et ce en vertu de l'article 356. Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente, et lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
À peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé. Outre l'exigence de l'écrit, le nantissement doit faire l'objet d'une inscription, et ce dans un délai maximum de 20 jours à compter de l'acte constitutif. Le privilège qui en résulte s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités. Lorsque l'acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre immatriculé au registre du commerce, l'inscription de son nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrit son entreprise. Lorsque l'inscription est régulièrement prise, il produira ses effets pendant un délai de 5 ans à compter de la régularisation définitive. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. C'est pour cela que d'habitude, il faut veiller justement au renouvellement. Et ça, c'est le travail des services juridiques des entreprises qui doivent veiller à cela, faute de quoi ils perdent en fait leur garantie. Quels sont les effets? Au terme de l'article 363 du Code de commerce, sous peine des sanctions d'emprisonnement et d'amende prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et à défaut l'autorisation du juge des référés. Les peines d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'amende de 2 000 à 10 000 dirhams menacent également tout acquéreur ou détenteur de biens nantis qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier. Il en est de même des manœuvres frauduleusement ou frauduleuses qui tendent à anéantir le privilège du créancier. Il faut ici noter que le créancier nanti dispose en outre d'un droit de préférence et d'un droit de suite. Le premier lui accorde un rang privilégié dans l'encaissement de sa créance ou ce qui reste dû. Le second lui permet de poursuivre et de saisir le bien en quelque main où il se trouve afin d'éviter les aléas de la présomption de l'article 456 du Daïr formant code des obligations et contrats qui nous dit qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Le créancier nanti peut exiger la position d'une plaque fixée à demeure d'une manière apparente sur le matériel grevé. Voilà ce qu'on peut dire à propos du nantissement. Je vous remercie et à bientôt.